Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui avec une petite vidéo sur le championnat mondial de hockey junior qui va s'amorcer sous peu. Puis je voulais vous parler un peu du Canada. Je voulais faire un petit survol des équipes, des 10 équipes qui vont être présentes. Puis je voulais aussi faire mes petites prédictions concernant les gagnants des médailles, mais aussi les joueurs qui vont être nommés les meilleurs joueurs à l'attaque, en défensive et devant le filet. J'espère que ça va être un excellent tournoi. D'habitude, on a toujours beaucoup de plaisir. C'est un peu notre rendez-vous annuel, là, les amateurs de hockey junior, les amateurs de repêchage. Puis cette année, il y a beaucoup de choses à surveiller, donc ça risque d'être très intéressant. Un petit peu plus de partisans aussi que l'année passée, donc il va y avoir ça de plus aussi qui va ajouter une petite touche un peu plus dramatique peut-être, puis un petit peu plus excitante. Sans plus attendre, je vais tout de suite vous commencer la vidéo avec le Canada. J'ai participé à quelques Zooms depuis la fin du camp de sélection. Puis la chose qui revenait souvent du côté du Canada, c'est que puis même du côté des joueurs puis de l'entraîneur-chef Dave Cameron, c'est que le plus gros souci pour l'équipe, c'est qu'il n'y avait pas eu de match préparatoire. Il était supposé avoir 3 matchs préparatoires, puis là, finalement, il y en a juste eu un. Moi, au moment où je suis en train d'enregistrer en ce moment, le match va avoir lieu ce soir, donc on ne sait pas ce qui va arriver, mais je sais que Cameron avait mentionné que les entraînements avaient quand même aidé à faire un petit peu de développement de chimie, si on veut, puis développer un peu les trios, puis on sont allés faire un petit tour à Banff aussi. Ils sont en Alberta en ce moment, donc ils sont allés faire un petit tour à Banff pour un genre de petite, je veux pas dire une petite retraite, mais une petite retraite fermée, mais ils ont développé une petite chimie là-bas, donc ça avait l'air très intéressant de la manière que c'était conçu selon ce que Cole Perfetti a dit. Fait que dans le fond, ils vont avoir le temps de pouvoir gérer un peu leur trio avec le match préparatoire de jeudi, mais aussi je pense qu'ils vont avoir le temps aussi de développer leur trio puis leur chimie pour le reste de la ronde préliminaire parce que ça risque d'être une ronde assez ordinaire là, du côté du groupe A. Le Canada, va affronter la République tchèque, l'Autriche, l'Allemagne puis la Finlande. Fait que ça sera pas une grosse surprise. Je pense qu'ils vont terminer au premier rang puis ça devrait pas être très difficile. Puis j'ai déjà parlé des trios, j'ai déjà parlé des joueurs à surveiller pour le Canada dans ce tournoi-là, dans ma vidéo précédente, mais je voulais quand même juste glisser un petit mot sur Caden Gooley, qui a été nommé capitaine de l'équipe. C'était pas une grosse surprise. Le Canada misait sur 3 joueurs qui revenaient, Dylan Guerin, Cole Perfetti, puis Gooley. Puis Perfetti, c'était un des candidats aussi qui aurait pu être capitaine. Il a été adjoint en place de Gooley comme capitaine. Puis dans le fond, Jake Neighbors aussi a été ajouté comme assistant. Fait que ça a été c'est une belle sélection de joueurs. Dave Cameron disait qu'il y avait un beau mélange entre les trois, donc ça risque d'être intéressant. Gooley un peu plus un gars qui est très professionnel que Cameron disait. Puis ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un grand fan de Gooley depuis qu'il a 16 ans. Il a toujours été en haute estime dans mes classements. Fait que c'est un peu normal de le voir là comme capitaine. Puis André Tourigny, en plus de ça, avait pas arrêté de le vanter l'année passée, même si c'était sa première année avec l'équipe. Fait je pense que ça a été une décision très simple pour le Canada. Puis Gooley, il est devenu le 3e espoir du Canadien à être nommé capitaine de l'équipe Canada Junior après Éric Desjardins en 1989, puis Carl Chipchura en 2006. Fait que moi, je le vois faire quelques points cette année, 5-6 points peut-être, puis avoir un rôle très important en fait de manger les minutes, jouer en avantage numérique, désavantage numérique, être un genre de shutdown sur certains les gros trios adverses. Fait que je pense que Gooley va avoir un très bon tournoi. Je m'attends aussi à ce que le Canada en général ait un bon tournoi, mais on va en revenir un petit peu plus tard. Je vais vous faire maintenant mon survol des équipes, puis je vais commencer par le groupe A. Puis je pense que l'équipe qui va mener un peu plus de troubles au Canada, c'est puis là, quand je dis qu'ils vont pas mener de troubles, c'est que ça va peut-être être une des seules équipes qui va pas se faire laver, genre 7-8-0. C'est la Finlande. Blomqvist est de retour, puis cette fois-ci, je pense que ça va être lui le gardien numéro 1. Donc, il va peut-être avoir une petite stabilité de leur côté, du côté de la Finlande. Je pense que quand même, en défensive, j'aime ce que je vois de leur équipe en ce moment.
Parce qu'il y a quelques bons éléments en défensive. Topi Nimella qui est là, que moi je trouve excellent. Puis Emile Viro qui lui aussi va être là. Puis je vais surveiller surtout le jeune Alexis Emo-Salmi. Lui, l'année passée, en fait, la dernière saison, il avait connu des bons derniers mois pour le repêchage, puis il a réussi à monter dans les classements. Donc, je pense que c'est un jeune qui va être à surveiller pour la défensive de la Finlande. Puis je trouve qu'il y a quand même des éléments en attaque que je déteste pas pour la Finlande. Le problème, c'est que je trouve qu'ils sont un peu jeunes, puis ça manque un peu de peut-être le wow factor, si je peux utiliser l'expression anglaise, c'est qu'il y a des bons joueurs de 19 ans. Il y en a comme deux, trois qui sont quand même intéressants. Je parle de Roni Hirvonen puis Robbie Järventie. Mais c'est ça, il manque un petit peu de punch de ce niveau-là. Je veux quand même surveiller l'espoir du Canadien Oliver Kapanen, mais c'est surtout les jeunes Brad Lambert puis Joachim Kiemmel qui vont retenir mon attention. C'est deux jeunes qui sont admissibles au prochain repêchage de la Ligue nationale. Puis dans mon cas, ça va vraiment être important de voir leur façon de jouer dans ce tournoi-là, parce que bon, Lambert il avait déjà fait partie du tournoi, mais il avait pas nécessairement eu un gros rôle. J'ai hâte de le voir cette année, puis j'ai hâte de voir Kiemmel aussi, parce que il y a beaucoup de traction en ce moment avec son nom, beaucoup de gens qui le mettent très haut dans les classements. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Fait que ça va vraiment m'en dire beaucoup sur lui, puis ça va m'en dire beaucoup sur Lambert aussi en même temps. Puis leur jeu à eux dans ce tournoi-là. Puis je vous laisse peut-être avec un petit dark horse côté point. Peut-être Ville Koivunen, ça va être un gars peut-être qui va aller chercher quelques petits points par la bande dont peut-être on s'attendrait pas du côté de la Finlande, mais c'est énormément de talent, donc je le vois aller chercher quelques points aussi. Je passe ensuite avec la République tchèque. C'est un club qui a toujours plein de misère à traverser les quarts de finale du tournoi. Puis c'est quand même bizarre parce que c'est une équipe qui est capable de des fois aller mettre un petit peu de bâton dans les roues à certaines équipes. Peut-être pas comme le Canada, mais je regarde, mettons, la Finlande dans ce groupe-là. C'est une équipe qui pourrait se faire upsetter, là, si je peux prendre l'expression encore une fois. Puis c'est un club de la République tchèque. Des fois, ils sont tannants à jouer contre. C'est un style défensif. Ils sont très tenaces quand même. Fait que j'ai hâte de les voir aller. Je trouve que la défensive est hyper jeune là, quand même. Puis c'est Michael Coutil qui va être le pilier. C'est lui qui avait été là l'année passée au tournoi. Puis Stanislav Svozil aussi qui avait été là l'année passée au tournoi. Ben lui, il a été repêché cette année dans la Ligue nationale de hockey. Fait je pense que lui pourrait peut-être justement devenir un genre de numéro un pour l'équipe aussi. Il avait montré de belles choses l'année passée au tournoi. Puis c'est bizarre parce je trouvais qu'il avait été plus à l'aise au Mondial Junior comparativement à ce qu'on avait vu de lui après au U18. Fait que c'est peut-être il trouve le moyen d'élever son jeu d'un cran quand que le niveau est plus élevé. Ça sera à surveiller. Puis je vais aussi garder un œil sur David Jiricek. C'est un espoir au prochain repêchage de la Ligue nationale. Puis il avait retenu un peu l'attention au tournoi l'année passée. Évidemment, il était son draft year -1. Fait que c'était quand même intéressant de le voir aller. Puis je vais voir s'il va prendre des bouchées doubles un peu cette année dans son jeu, parce que personnellement, dans l'Extraliga, la Ligue en République tchèque, des fois, il me laisse un peu tiède. Je trouve que j'ai de la misère à le monter dans mon classement parce que je trouve des fois que ses décisions sont ordinaires. Son jeu d'ensemble, des fois, n'est pas tout à fait à point. Des fois aussi des mouvements, encore une fois, comme j'avais dit dans notre vidéo du Top 32 avec les boys du TSLH Espoir, je trouvais des fois que ces mouvements étaient tellement larges, c'était pas très fluide des fois. Donc, j'ai hâte de le voir dans ce tournoi-là. J'ai hâte de voir s'il va avoir peut-être pris une deuxième coche supplémentaire par rapport à ce qu'il a joué, à ce qu'il a montré l'année passée dans le tournoi. Du côté de l'attaque, ben c'est ça. C'est sûr que le talent est toujours un peu diminué dans ces pays-là. Puis il y a quelques joueurs qui sont quand même intéressants, qui travaillent fort, qui sont capables peut-être de s'impliquer un peu sur la feuille de pointage. Puis je pense à l'espoir du Canadien, Yann Michak. Il a été nommé capitaine de la République tchèque pour une deuxième année de suite. Fait que c'est quand même bien pour lui. C'est bien pour les partisans du Canadien aussi qui vont être capables de le surveiller.
Puis il y a d'autres joueurs aussi, tu sais, Jakub Rebanek, Pavel Novak, Mikhail Gut qui a une bonne saison en ce moment dans la Ligue de l'Ouest. Fait que c'est des choses c'est des joueurs qui sont peut-être capables d'en prendre un petit peu plus pour l'équipe, puis qui vont peut-être être capables d'aider un peu l'équipe à causer une surprise, peut-être justement contre la Finlande. Donc, ça sera à voir. Puis, je vais aussi surveiller le jeune Jiri Kulich, qui est un joueur qui est admissible, en fait, au prochain repêchage de la Ligue nationale, puis qui avait quand même bien fait au Linka Gretzky l'année passée. C'est un gars que j'avais laissé sur ma liste des joueurs à surveiller. Je l'ai pas regardé beaucoup cette année, malheureusement, donc ça va me donner une belle occasion de le regarder puis le situer un peu plus, peut-être, par rapport à mon classement puis à d'autres joueurs de mon classement. Je vais passer un peu rapidement sur l'Allemagne là, parce que étant donné que le joueur que moi je voulais surveiller, ben c'était Julian Lutz, puis il est pas là, donc il est blessé. Fait que ça laisse un peu une collection de joueurs qui sont majoritairement connus juste par leur mère. Là. Puis il y a Florian Elias qui est là, malheureusement, lui cette année. Il sera pas beaucoup appuyé par Tim Stutzle puis JJ Peterka. Fait que malheureusement pour lui cette année, je le vois pas avoir autant de points qu'il y a eu l'année passée. Parce que ce trio-là, l'année passée, avait été explosif. Là, je pense qu'il y avait tous eu au-dessus de 10 points les trois. Donc pour l'Allemagne, ben, c'est vraiment de viser l'Autriche. Là, c'est vraiment être de battre l'Autriche puis de rester dans le quatuor, là, si tu veux, du groupe pour revenir l'an prochain. Donc, ça va déjà être ça pour eux. Puis dans le fond, je vais compléter le groupe A avec l'Autriche. Puis encore une fois, là, je vais pas faire semblant de connaître des joueurs là, pour impressionner tout le monde. Là. Mais il y en a quelques-uns qu'on a déjà vus. Donc, c'est sûr que on part un petit peu d'un petit peu moins loin peut-être que l'Allemagne à certains niveaux. Il y a un joueur que vous connaissez probablement dans la JMQ avec les Moussets d'Halifax, ben c'est Senna Peters. C'est pas un mauvais joueur de hockey. Je pense que c'est lui qui va être un petit peu le fer de lance de l'attaque de l'Autriche. Puis un joueur que moi j'aime particulièrement, c'est Marco Kasper, qui est un jeune de 17 ans. En ce moment, moi je l'ai dans ma première ronde, puis c'est un gars, je trouve, qui apporte beaucoup sur la glace. On l'a peut-être remarqué, peut-être que certains d'entre vous l'avaient remarqué l'année passée dans le tournoi, il avait été présent. Puis cette année, dans la SHL, cette année avec Rögle, je trouve qu'on le voit beaucoup sur la patinoire. Il a un très bon moteur, belle intensité, beaucoup de talent, en possession de rondelles, je trouve qu'il est efficace. Fait que je m'attends à ce qu'il aille chercher un petit peu de points cette année. Pour l'Autriche, évidemment, c'est toujours compliqué pour eux parce que c'est déjà 1 ou 2 buts par match, c'est déjà une bonne nouvelle pour eux. Donc, c'est sûr que si tu regardes les points puis tu dis, bon, ils vont chercher 2-3 points, ça n'a pas l'air extraordinaire comme ça. Mais compte tenu de l'équipe, je trouve que c'est bien. Puis finalement, ben, je vais vous parler de Vincent Rohrer. Lui, il joue pour les 67s d'Ottawa. Puis j'ai réussi à le voir un petit peu par la bande. En regardant des gars de la Ligue de l'Ontario, dont Shane Wright, les Frontenacs de Kingston ont joué beaucoup de matchs contre les 67s, donc ça me donnait un peu l'occasion de le voir. Puis j'ai remarqué que Rohrer avait beaucoup de talent, était dynamique en relance, en contre-attaque. Donc c'est peut-être un gars qui va être aussi à surveiller avec Casper pour les listes de repêchage en vue justement du prochain repêchage au mois de juillet. Maintenant, dans le groupe B, je vais commencer avec les champions en titre, les États-Unis. Puis, je pense pas qu'ils vont être en mesure de défendre leur titre. Là, on sait jamais ce qui va arriver, mais de mon côté, je les vois pas gagner la médaille d'or cette année. Je pense que devant le filet, déjà, il y a beaucoup de questions. Moi, j'ai pas détesté Drew Commesso à son année de repêchage quand il était avec le programme. Mais depuis qu'il est dans la NCAA, c'est beaucoup plus difficile. Fait que c'est un après Spencer Knight, si on veut, qui fait assez mal pour les Américains parce que là, il n'y a pas personne en ce moment pour prendre le relais de façon stable. Là. Donc, moi, j'aime bien Dylan Silverstein, mais il a 17 ans. Donc, c'est sûr que c'est pas... mettons qu'on lui donnera pas le poste de numéro 1 cette année. Mais avec Commesso, ça risque d'être quand même difficile. Mais j'aime beaucoup leur défensive, par exemple. Les Américains, je trouve qu'ils ont une très belle défensive. Je pense que des gars comme, mettons, Brock Faber,
Tyler Cleven, Ian Moore, je trouve qu'ils ont pas assez de crédit un peu pour leur jeu en défensive. Puis tu t'en vas ensuite du côté offensif. Tu as des gars comme Luke Hughes, Scott Morrow, Jack Peart, qui ont été les autres repêchés l'année passée. Puis ben en fait, le dernier repêchage. Fait que eux, ils peuvent faire le travail en attaque, en possession de rondelles. Fait que ça risque d'être quand même bien équilibré. Puis tu te ramasses ensuite de ça avec Jake Sanderson, qui est probablement le meilleur défenseur de la NCAA en ce moment. Peut-être certains diront le meilleur défenseur qui joue pas dans la Ligue nationale en ce moment. C'est assez impressionnant qu'est-ce qu'il fait cette saison dans la NCAA. Une vraie machine de hockey qui peut ramasser, même chose qu'un peu comme Cooley peut ramasser beaucoup de minutes, peut jouer dans toutes les situations, capable de s'impliquer physiquement. Fait que ça va être super intéressant de le voir jouer puis de le voir mener cette équipe-là parce qu'il a été nommé capitaine des États-Unis. Puis ben ça non plus, c'est pas une surprise en tant que tel. Fait que ouais, du côté de la défensive, ça reste intéressant de mon côté pour les Américains. En attaque, par exemple, c'est un petit peu moins explosif que dans les dernières années. Il y a les jeunes de 19 ans qui sont là en ce moment, ben ça fait pas mal moins peur que qu'est-ce qu'on a vu l'année passée, qu'il y avait Zegras, il y avait Caulfield, il y avait Kaliev, Brisson, Boldy, Turcotte, même Brink aussi était là. Fait que c'est ça, on est loin de ces gars-là. Mais je pense qu'il y a quand même des joueurs de 19 ans qui sont capables de s'impliquer à l'attaque aussi. Malgré tout, je pense que Matthew Beniers, Matthew Coronado, Matthew Nice, bon, le trio des Matthew, Carter Mazur, puis Brett Berard, ben, c'est des gars qui sont quand même capables de la mettre dedans, puis on le voit un peu aussi dans la NCAA en ce moment, sont capables d'amener de l'eau au moulin du côté offensif. Puis j'aime bien les jeunes aussi qui sont là pour la première fois. Je pense à Sacha Pastujov, Chaz Lucius, puis surtout ben Logan Cooley. En ce moment, Logan Cooley, c'est un gars qui se bat probablement pour le deuxième rang du repêchage derrière Shane Wright. Fait que en tout cas selon moi, là, moi je l'ai troisième en ce moment, mais je pense que c'est un gars qui est dans ce range-là. C'est un excellent joueur de 200 pieds, capable d'amener autant de l'attaque que de la défensive, beaucoup de talent. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va pouvoir un peu comparer son jeu à celui de Beniers. Puis dans le sens que je veux pas les comparer un contre un, si un est meilleur que l'autre, mais je veux évaluer le jeu de Cooley par rapport à Beniers. Quel genre d'écart sépare les deux? Parce que Beniers, ben, il a été repêché deuxième aussi l'année passée au dernier repêchage par le Kraken derrière Owen Power. Fait, c'est intéressant de voir un peu Cooley puis quel genre de développement il va pouvoir avoir si on suit un peu avec Beniers. Je pense avec la Russie, puis sérieusement, je sais pas si en Russie, là, je regarde pas les médias russes, mais je sais pas s'ils se demandent pourquoi ils gagnent pas de médaille d'or, parce qu'ils n'ont pas gagné de médaille d'or depuis 2011. Mais sauf que avec la façon dont ils gèrent l'équipe, ben c'est presque pas surprenant en fait, parce que je trouve que c'est hyper gênant derrière qui gèrent leur équipe. Puis on va revenir un peu plus tard avec la défensive puis l'attaque, mais au moins devant le filet, ils ont Yaroslav Askarov qui est là. Puis lui, il a vraiment des choses à se faire pardonner, selon moi. C'est un gars qui en est à sa troisième présence au tournoi. Puis là, des statistiques de genre 2 buts, 2,50 de buts alloués, puis 900 de pourcentage d'arrêt. Ça sera vraiment pas suffisant là, dans ce groupe-là. Fait que, il va falloir qu'il fasse la différence cette année, puis il va vraiment falloir qu'il élève son jeu d'un cran parce que ça fait 2 tournois où est-ce qu'on est un petit peu plus on est un petit peu plus tiède de son côté. La première année, il était jeune. C'est correct. Il avait disputé quelques matchs, puis il avait laissé sa place à Miftakov en finale. L'année passée, c'était son rôle à lui, puis ça a vraiment pas été un grand succès. Puis ils ont même pas gagné de médaille non plus. Fait que ça sera vraiment à lui de prendre des bouchées doubles aussi cette année pour la Russie. Puis je reviens en défensive, là, comme je disais un peu plus tôt, ils ont laissé de côté Daniel Tchaïka et Yann Kuznetsov en disant qu'ils n'étaient pas assez bons en défensive. Puis alors qu'on sait pertinemment que c'est parce qu'ils jouent en Amérique du Nord. Puis là, ensuite de ça, tu regardes leur équipe, il y a des gars comme Kirill Steklov puis Vladimir Grudinin. Puis Grudinin, OK, il est admissible au prochain repêchage, mais
Il n'y a absolument aucune chance que tu me dises qu'ils sont meilleurs tant en attaque qu'en défensive que Tchaïka puis Kuznetsov. C'est vraiment ridicule. Là. Selon moi, c'est prendre les gens pour des idiots. Là. Malgré tout, il y a Shakir Mukhamadoulin qui va être là. Il y a Kirill Kirsanov aussi qui va être là, donc ça va être les généraux un peu en attaque. Puis on va pouvoir jeter un petit œil sur Arseny Koromislov, parce que lui aussi il va être admissible au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Puis je pense qu'il y a certaines personnes qui l'ont quand même en haute estime, peut-être en deuxième ronde, première ronde, deuxième ronde, mais bref, ça sera un gars sur lequel on va pouvoir et peu un peu, on va pouvoir l'évaluer un petit peu en vue du prochain repêchage. En attaque, ben c'est ça, ils ont oublié d'inviter, en fait, là je veux dire oublié, ils ont refusé d'inviter un gars comme Daniel Gouchine, parce qu'il joue en Ontario lui aussi. C'est un gars hyper explosif, hyper créatif en attaque. Puis en plus de ça, ils n'ont pas invité Ivan Miroshnichenko. Puis lui, c'est pas parce qu'il joue en Amérique du Nord. Bon, ça semble pas avoir eu la faveur des entraîneurs. On parlait qu'ils n'étaient pas en bonne condition physique. Ça sera à vérifier peut-être pour les prochaines semaines puis les prochains mois en vue du repêchage. Puis je trouve ça dommage qu'il n'ait pas été là parce que j'aurais aimé ça le voir au tournoi. J'aurais aimé ça le comparer un peu avec Danila Yurov parce que Yurov va pouvoir finalement jouer un petit peu plus que 4-5 minutes par match comme il fait dans la KHL. Comme je l'ai répété souvent, même sur Twitter, puis on l'a déjà vu des matchs, il jouait seulement 16 secondes, 35 secondes, une minute. C'est vraiment pas assez pour qu'on puisse se faire une tête, en tout cas pas de mon côté. Fait que de le voir dans ce tournoi-là, ça va vraiment me donner une bonne indication de où il est par rapport à certains joueurs dans ce repêchage-là. Du côté des Russes, il y a quand même des bons joueurs en attaque. Je pense à Nikita Chibrikov, Marat Kosnodinov, Fyodor Chveshkov, Vassili Polomarev, puis Alexander Pashin. Puis Pashin, c'est un gars que j'aimais beaucoup, qui a été repêché en 7e ronde. Il y a une saison, très bonne saison en ce moment dans la VHL. Je comprends pas pourquoi il a baissé autant, mais bon, bref, c'est des bons joueurs. Puis le meilleur de la gang, ben, c'est peut-être le plus jeune, c'est Matvei Mishkov. Mishkov, lui, fait compétition avec Connor Bedard pour le premier rang du repêchage de 2023. Puis à toutes les fois qu'il participe dans un tournoi international, c'est toujours des feux d'artifice. Moi, quand je le regarde jouer, il est vraiment excitant à regarder et hyper talentueux. Fait que c'est sûr que de le voir cette année avec l'équipe russe, c'est le fun parce qu'il a seulement 17 ans. Puis j'espère qu'on va lui donner un rôle à la hauteur de son talent parce que c'est une vraie machine offensive. Il fait des choses sur la glace qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire pour cet âge-là. Fait que j'ai hâte de le voir dans un rôle peut-être un petit peu plus important à l'attaque pour la Russie. Je vais passer maintenant à l'équipe que moi je considère la meilleure du groupe B. C'est la Suède. Puis je dis en fait c'est la meilleure parce que je trouve qu'ils sont équilibrés à toutes les positions. Puis ça commence devant le filet avec Jesper Wallstedt. L'année passée, il a montré qu'il n'était pas intimidé à participer dans ce tournoi-là. On l'a vu disputer quelques matchs. C'est lui, malheureusement, si je me souviens bien, qui avait perdu le match en prolongation, je pense. Lorsqu'ils ont mis fin à la séquence de, je pense que c'était 45 matchs de suite sans défaite en ronde préliminaire. Mais ça reste qu'il a été très bon pareil dans le tournoi. Je pense qu'il a joué 3 matchs. Puis je m'attends à ce qu'il soit encore beaucoup plus efficace cette année. Fait, avec l'expérience de plus. Puis il jouait déjà aussi dans la SHL. Fait que choix de première ronde. Fait, je pense que ça va être un bon tournoi pour lui. Puis la défensive de la Suède, c'est souvent une défensive qui est hyper étanche, qui est difficile à affronter. Puis ben c'est ça, quand je parlais tantôt de la séquence de victoire en ronde préliminaire, ben c'est souvent à cause de ça aussi, à cause de la défensive, parce que ils donnent pas beaucoup aux équipes, même les bonnes équipes du tournoi, en fait, les États-Unis, la Russie, le Canada, c'est toujours compliqué quand même d'affronter la Suède. Fait que cette année, à part Emil Andrei, il n'y a aucun joueur en défensive qui a participé au tournoi l'année passée.
Mais sauf que quand je regarde un gars comme LJ Grant, Léo Leuf, Joel Nystrom, je trouve qu'il y a une belle stabilité. Je ne sais pas pourquoi William Wallinder n'a pas été ajouté à cette équipe-là. Moi, quand je l'ai vu cette année avec Rogler, en regardant Casper, je trouvais qu'il avait été bon. Fait que, il s'est peut-être passé quelque chose entre lui et l'équipe de Suède. Mais bon, néanmoins, là, la Suède a une belle équipe. Puis si j'ajoute Simon Edvinsson, que je pense qu'on était plusieurs à l'aimer l'année passée au repêchage, à cause de sa mobilité, son jeu avec la rondelle, son contrôle de gap en défensive avec son bâton. Bref, c'était tout un espoir à surveiller. Il y a une belle saison cette année avec Frölunda. Fait, je pense que dans l'ensemble, la défensive est bonne. Puis j'ai vraiment hâte de la voir contre les bonnes équipes parce qu'il y a quand même des bonnes équipes dans ce groupe-là, dont les États-Unis et la Russie, dont on a mentionné un petit peu plus tôt. En attaque, je trouve que la Suède est hyper loadée là, de joueurs expérimentés de 19 ans. Là, fait que ça risque d'être intéressant aussi parce que ils connaissent le tournoi ou en fait ils connaissent le jeu dans la SHL, ils connaissent le jeu international. On a juste à penser à Alexander Holtz. Lui, il a joué dans la Ligue américaine, même cette année. Il a joué dans la Ligue nationale aussi, même. Quelques matchs. William Eklund, même chose. Il a joué dans la Ligue nationale cette année avant d'être retourné en Suède. Puis, je me souviens, Doug Wilson avait dit que, le directeur général des Sharks avait dit que c'était vraiment pas parce qu'il avait pas été bon. Là. Il était à sa place dans la Ligue nationale, mais bon, il y a toujours des petits jeux de coulisses avec les contrats et des choses comme ça. Mais bref, lui, il avait très bien fait dans la Ligue nationale. Puis tu rajoutes à ça aussi Theodor Niederbach, Zion Niebeck, Oscar Olausson, Daniel Torgerson. Il y a vraiment des éléments à l'attaque qui sont très impressionnants. Puis là, imaginez, vous ajoutez à ça des gars de 18 ans comme Fabienne Loussel puis Isaac Rosen. Fait que ça risque d'être assez spectaculaire. Il y a moyen d'avoir des snipers, de la créativité, de la vitesse. Il y a du chien, il y a de l'intensité. Fait que je pense que ça va être une attaque qui va être très difficile à museler, si on veut, puis qui va être capable d'aller chercher quelques buts, une couple de buts en tout cas, même contre les bonnes équipes, je serais pas surpris. Fait que je les vois pas perdre de match dans ce groupe-là. Mais on va en revenir un peu plus tard aussi là-dessus. Je veux parler de la Slovaquie. Souvent, on lève un peu les yeux sur la Slovaquie, mais je pense que c'est une équipe qui est intéressante à voir aller l'année passée. Puis après ce qu'on a vu au Olympia Gretzky cet été, je pense qu'encore une fois, on doit avoir un peu d'attention sur eux cette année. Euh, je pense que devant le filet, je pense qu'ils sont bien nantis côté stabilité avec le gardien numéro 1, c'est Simon Latkoczy. Il avait été sensationnel l'année passée avec le Steel de Chicago dans la USHL. En série, il avait été magnifique. Puis l'équipe avait gagné la Clark Cup. Fait que lui, je pense il avait gagné tous les matchs. Il avait perdu, je pense, juste un match dans les séries. Puis l'année passée, il n'avait pas été mauvais non plus. Il y avait eu quelques matchs où est-ce qu'il avait réussi à tenir l'équipe. Fait que dans le cas de Latkoczy, est-ce qu'il va être capable d'aller voler un match peut-être contre la Russie, contre les États-Unis? Ce sera à voir. En défensive, Samuel Nasko est là, qui va être le capitaine. Lui, il revient. C'est sa troisième participation au tournoi. Mais je pense que le gros défenseur pour la Slovaquie, c'est Simon Nemec. Lui est admissible au prochain repêchage de la Ligue nationale. Puis l'année passée, à seulement 16 ans, il avait été très utilisé par l'entraîneur-chef pendant le tournoi. Il avait eu une confiance là, assez élevée de la part de son entraîneur. Lui-même aussi, je trouvais qu'il avait bien joué avec la rondelle du côté défensif. Il n'avait pas été mauvais non plus. Fait que le côté offensif de Nemeth, on le connaît. C'est plus le côté défensif dans ce tournoi-là que moi, je vais surveiller. Parce que maintenant que le niveau est un peu plus élevé, comparativement à ce qu'il avait montré au Linka Gretzky cet été,
Je veux le voir justement là, prendre une coche de son jeu défensif, être plus à l'aise devant le filet, travailler plus fort le long des bandes. Dans les derniers visionnements que j'ai eus, il m'a impressionné. Je considère, je pense, le monter dans mes classements de quelques rangs. Fait que ça va être intéressant de le voir. Je pense que le World Juniors va m'en donner un peu aussi de son côté. Euh, Quand j'ai regardé dans la WHL quelques matchs, j'ai un défenseur aussi qui m'a un peu retenu l'attention, c'est Josef Wilhelm Kmetz. Lui, il joue pour les Cougars de Prince George. Puis je l'ai trouvé quand même intéressant dans les matchs que j'ai regardés. Un jeu d'ensemble assez bon quand même, peut-être un peu plus un petit peu moins flashy offensivement, un petit peu plus axé sur je veux pas dire axé sur la défensive, mais qui est peut-être un petit peu plus fiable en défensive que porté vers l'attaque dans ce que j'ai vu. Et puis lui aussi est admissible au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Fait ça va être intéressant de le voir. Puis un gars que je vais regarder si il fait encore partie de l'équipe, c'est Maxime Sterbach, un jeune de 16 ans seulement. Lui est admissible au repêchage de 2023, puis il a déjà une bonne shape là, à 6 pieds 2, 185 environ, pour un jeune de 16 ans. Donc, ça va être intéressant de voir sa progression. S'il fait partie du tournoi, évidemment, parce qu'il avait joué au Linka cette année, cet été, en fait, avec tout le beau monde là, que je vous ai parlé plus tôt, et aussi que je vais vous parler en attaque parce que il y a quelques joueurs à surveiller en attaque du côté des jeunes. Mais je vais commencer par ceux qui étaient là l'année passée, les joueurs qui ont été repêchés dans la Ligue nationale de hockey, Martin Kromiak puis Jakub Demek. Ils ont deux très bonnes saisons en ce moment au Canada en termes de points. Du côté de la LHJMQ, on connaît Matej Kastlik et Alexei Miklucha. Eux aussi ont des pas mauvaises saisons dans la JMQ. Eux aussi sont de retour cette année pour l'équipe de la Slovaquie. Mais c'est ça, comme je disais, c'est les joueurs qui m'intéressent le plus, c'est ceux qui n'ont pas été repêchés encore, qui vont se faire repêcher cette année et l'année prochaine. Puis parce qu'au Linka Gretzky, cette année, on a vu Juraj Slavkovski, Philippe Méchard, Servat Petrovski, qui ont eu quand même des bons tournois, beaucoup plus Slavkovski puis Méchard, mais j'espère qu'ils vont continuer sur leur lancée pendant le Mondial Junior. Les trois comme je disais, sont admissibles au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, mais il faudra surveiller aussi, dans le fond, l'excellent Dalibor Dvorsky. Lui en plus qui avait brûlé le Linka Gretzky cette année, je pense que c'est un gars qui peut chauffer un Bedard puis Mishkov au troisième rang de 2023. Moi, j'ai encore des gars devant lui, dont Fantilli, Zach Benson, Brendan Yeager, mais Dvorsky, c'est un gars qui est hyper talentueux, très, très dynamique, bon gabarit aussi. Fait que je pense que ça serait pas surprenant de le voir faire écarquiller encore plus les yeux dans ce tournoi-là pour la Slovaquie, puis en vue du prochain repêchage de 2023, celui-là. Je termine avec la Suisse. Puis la Suisse, ils ont des bons éléments, mais sauf que je pense qu'ils vont terminer encore au dernier rang du groupe B. Parce que évidemment il manque de firepower là, si je peux passer l'expression. Il y a Brian Zanetti qui j'ai vu quelques fois cette année dans la Ligue de l'Ontario par visionnement croisé. Il y avait eu quelques bons moments ici et là. Je vais regarder aussi le défenseur Lian Bixel qui lui est admissible au prochain repêchage de la Ligue nationale aussi. Un gros défenseur, plus axé vers la défensive là, de ce que moi j'ai vu depuis de quelques matchs qu'il a joué dans la SHL aussi. Moi, en attaque, je suis un grand fan de Simon Konak. Puis maintenant qu'il a été repêché, finalement repêché, ça a pris 2 fois dans son cas. J'espère qu'il va être encore plus efficace dans le tournoi. C'est sa 3e présence. J'espère qu'il va aller ramasser un peu de points, essayer de montrer pourquoi il aurait mérité de se faire repêcher la première fois, puis pourquoi moi je l'aimais beaucoup aussi quand il jouait
au Canada. Puis on pourra regarder aussi dans le fond les joueurs de la GMQ, Lorenzo Canonica puis Attilio Biasca. Il était présent aussi au tournoi l'année passée, puis il n'avait pas fait beaucoup de points évidemment parce que la Suisse avait de la misère à marquer déjà à la base, mais Canonica a une très belle saison cette année avec les Cataractes de Shawinigan. Fait que j'ai hâte de voir peut-être s'il va être capable d'amener ça à un autre niveau cette année dans le tournoi. Bon, je termine la vidéo avec mes prédictions. Donc, toujours mes humbles prédictions en ce qui concerne les équipes, le classement des équipes, les gagnants des médailles, puis les meilleurs joueurs du tournoi. Dans le groupe A, ben, ça va être premier rang le Canada, évidemment, suivi de la Finlande, la République tchèque, l'Allemagne et l'Autriche. Dans le groupe B, ça va être la Suède, les États-Unis, la Russie, la Slovaquie et la Suisse. Puis je pense que du côté États-Unis-Russie, c'est peut-être les équipes qui vont peut-être être plus faciles à interchanger dans le groupe B. Dans le groupe A, je pense que ça va être un peu coulé dans le béton dans ces 5 positions-là. Donc, ça ferait Canada contre la Slovaquie dans les quarts de finale. Canada qui va battre la Slovaquie, évidemment. Suède contre l'Allemagne. La Suède va traverser facilement l'Allemagne. Ça serait Finlande-Russie. Là, je pense que la Russie va battre la Finlande parce que la Finlande, même s'ils ont une belle équipe, puis ils ont gagné la médaille de bronze, si je me souviens bien, l'année passée, ça a été... je pense que c'est une équipe qui manque un petit peu de punch. Fait que je vois la Russie l'emporter pour ce duel-là. Puis États-Unis, République tchèque, je m'attends quand même à un pas pire match aussi, mais je vois les États-Unis l'emporter de ce côté-là. Donc là, si je me trompe pas avec les croisements, ça serait Canada contre États-Unis puis Russie-Suède. Le Canada va battre les États-Unis pour prendre la revanche de l'année passée, la finale de la médaille d'or. Peu importe si c'était la Russie aussi, le Canada aurait gagné, comme il l'a fait l'année passée d'ailleurs en demi-finale contre la Russie. Puis la Suède contre la Russie, ou contre les États-Unis, encore une fois, là, si je ne me trompe pas dans les croisements. La Suède va gagner ça aussi. Je m'attends à une belle performance de leur part pour une finale Canada-Suède. Puis là, là, la petite surprise, peut-être, je pense que la Suède va gagner cette année la médaille d'or. Pas parce que je pense pas que le Canada a une bonne équipe. Je pense que le Canada a une très bonne équipe. Je pense que le Canada peut faire des dommages dans ce tournoi-là, mais je pense que le côté peut-être un petit peu plus défensif, un peu plus équilibré de la Suède va lui permettre de gagner le tournoi pour une première fois depuis 2012. Puis pour la médaille de bronze, je vois les États-Unis battre la Russie, ce qui serait une autre déception pour la Russie. Parce que, encore une fois, comme je disais plus tôt, ils ont laissé des joueurs de côté, puis ça voudra dire aussi qu'Askarov a peut-être pas supplanté un gars comme Comesso, fait que ça serait peut-être pas très ça serait pas très reluisant pour lui puis la Russie, peut-être. Pour ce qui est des meilleurs joueurs du tournoi, du côté de l'attaque, j'ai Cole Perfetti pour le Canada, puis j'ai les deux Suédois, Alexander Holtz puis William Eklund. Je m'attends à ce que ces deux-là ramassent énormément de points pendant le tournoi. Une douzaine de points probablement. Perfetti, même chose. Je m'attends à ce qu'il ramasse beaucoup de points aussi. Mais dans contre une compétition un peu plus faible. Là. Donc, la République tchèque, l'Allemagne, puis l'Autriche, c'est facile de se payer le buffet avec eux. Fait que je m'attends à ce que Perfetti soit peut-être le meilleur pointeur du tournoi avec peut-être une 12-13 points, mais je pense que Holtz et Eklund vont le suivre de près. En défensive, je m'attends à ce que Owen Power soit le meilleur défenseur du tournoi. Puis ensuite de ça, je m'attends à ce que Jake Sanderson soit aussi nommé parmi les deux meilleurs défenseurs du tournoi. Pas de surprise là. Je pense que Sanderson il en a fait tellement assez dans la NCAA cette saison que je le vois quand même dominer ce tournoi-là dans plusieurs facettes. Même chose pour Power. Power, en ce moment, je trouve que c'est dans la NCAA, moi, je pense que c'est lui le meilleur défenseur de la NCAA. Évidemment, j'ai un petit bias, comme on dit, parce que je suis un fan des Wolverines du Michigan, donc j'ai regardé tous les matchs. Mais je pense que Owen Power, c'est un gars qui est tellement efficace en attaque, tellement efficace dans le jeu d'ensemble, même s'il est moins physique que Sanderson, même s'il n'est pas toujours parfait en défensive. Selon moi, ça va être le meilleur défenseur du tournoi.
on va voir probablement qu'il y a une coche supplémentaire à beaucoup de joueurs dans ce tournoi-là. Puis en plus de ça, il va bénéficier de l'expérience qu'il a eue au championnat mondial cette année avec une médaille d'or. Puis d'ailleurs, lui puis Peter Felly pourrait devenir, si le Canada gagne la médaille d'or, pourrait devenir les deuxième et troisième joueurs à avoir gagné une médaille d'or au championnat mondial de hockey avant le championnat mondial junior. Le premier, c'était Patrice Bergeron, bien sûr, dans le Dream Team de 2005. Puis pour ce qui est du gardien, ben je termine ça avec Jesper Wallstedt. Donc, si la Suède gagne la médaille d'or, je vois pas pourquoi Wallstedt aurait pas eu un excellent tournoi. Donc, c'est mon choix pour le meilleur gardien du tournoi. Donc, ça commence sous peu. Comme je disais, c'est toujours notre Noël à nous. C'est le vrai Noël comparativement au Noël de famille qu'on a pu maintenant avec la COVID-19. Fait qu'on espère que ça va être un excellent tournoi. J'espère que vous allez peut-être nous suivre avec le TSLH Espoir. On va peut-être avoir des lives, des discussions sur Twitter pendant le tournoi. Donc, vous viendrez vous joindre à nous, vous viendrez nous poser des questions. Puis, on va se revoir dans 2 semaines avec un petit round-up du tournoi. Je vais vous souhaiter un bon mondial junior, puis on se dit à la prochaine.